Professeur Grégoire Lefouba, merci. Merci à vous d'accepter de conjuguer sur ce plateau de podcast. Professeur, j'ai devant moi cet ouvrage qui est le vôtre, paru en 2012, Curriculum vitae du Congo, rive droite, collection paru chez l'Harmattan. Il compte environ 200 pages, collection en point de vue. Curriculum vitae, c'est vous procédez par une sorte de prosopopée, la prosopopée qui est une figure de style qui consiste à animer des objets inanimés, mais se révèle aussi une dimension personnification. C'est là où d'ailleurs on trouve le sens philosophique du livre, le livre qui interroge, sinon s'interroge. Professeur, le curriculum vitae du Congo, alors le Congo devient carrément une personne. Vous avez tout dit, votre lecture est améliorative, c'est-à-dire que vous valorisez les tests, à l'opposé d'une lecture péjorative. Oui. Je vous dis merci. D'abord, il s'agit d'une œuvre de l'esprit. Je crois que jusqu'au moment où nous parlons de ce livre aujourd'hui, parce qu'il est vieux de plus de 10 ans. Mais il restera toujours d'actualité. Oui, mais le principe était le suivant, c'est que lorsque on parle à l'étranger de son pays, on dit mon pays. Donc, c'est un homme qui parle à la place de 3 ou 4, 5, 6 millions. Oui. Alors, arriver à produire ces tests sur le Congo, j'ai dû, comme toute œuvre d'esprit, j'ai dû réfléchir, pourquoi pas prendre le Congo comme un homme. Il est à la fois unique et divers. Oui. Et c'est le pays. Et j'ai donc, selon le plan d'un curriculum vitae, expliqué tout ce que le Congo a produit comme identité. Voilà, on va procéder comme ça. Tout ce que le Congo a produit. Voilà, j'ai du mal à formuler la phrase, mais je vais dire tout simplement, allons sur ce que le Congo a produit. On va pas tout dire, mais ce que vous pouvez révéler aux gens, par exemple. Non, mais en fait, je suis parti du principe des encyclopédistes. Oui. Du XVIIIe siècle, notamment Diderot. Voilà, oui. La préface, la célèbre préface à l'encyclopédie. Oui. Qu'est-ce que l'encyclopédie visait au XVIIIe siècle? Oui. C'est de rassembler voilà. Toutes les connaissances éparses pour que nos neveux, nos enfants devenus plus grands soient plus vertueux. Oui. Et j'ai pensé en lisant le XVIIIe siècle, notamment l'encyclopédie, la préface de Diderot, qu'on pouvait aussi réunir dans un test sur le plan du curriculum vitae pour instruire nos enfants et nos neveux sur ce qu'ont été leurs dévanciers. C'est donc un test qui se révèle être de la lignée des tests de l'encyclopédie de Diderot du XVIIIe siècle. C'est-à-dire que mettre ensemble dans un test une espèce de compendium à partir duquel on peut lire le Congo, son identité, son état civil, sa formation, ce qu'il a produit dans tous les domaines, la littérature, le sport, l'art culinaire, les jeux, l'ambiance, la musique. Également. Donc, on a sélectionné tous ceux qui ont été brillants dans tous les domaines. Maintenant, vous allez me poser la question de savoir mais non, par rapport à l'identité. La question, je l'ai, allez-y. Voilà, l'identité. Quand vous écrivez un CV, vous avez mettez le nom, votre nom, prénom, l'adresse. voilà, L'adresse comme timbre. Mais le nom, votre nom. Le nom, c'est le Congo. Mais le prénom, c'est Mavoula. Et la boîte postale, c'est 00242. Et voilà, ainsi de suite. Et lorsque vous arrivez à la formation reçue, votre famille, vous dites que vous avez 5 enfants. Mais le Congo a 6 millions d'enfants aujourd'hui. À l'époque où je produisais ce livre, nous étions à moins de 5 ans. Et puis, les enfants les plus célèbres. Ensuite, qui ont marqué l'histoire. Oui, la formation scolaire. Parce que vous écrivez établissement
fréquenté. Oui. Ben, le Congo, qui est le premier bachelier, qui est le premier breveté, mais vous trouvez dans ces tests. Oui. Et Je vois, mais est-ce que dans cet ouvrage, on retrouve les grands moments de l'histoire du Congo? Si oui, à partir de quelle date? Mais bien entendu, le CV commence à partir de la naissance de la République. C'est ce que je voulais. En 58. Oui. Mais lorsque nous faisons le CV, par exemple, nous avons le premier bachelier congolais, Oui. c'est Pascal Lissouba. Il aura été aussi le premier docteur en sciences. Oui. Et parce que c'est le premier qui est parti faire la 6e en France. Oui. En 46, immédiatement après la guerre. La première bachelière. Oui, dans le test, vous trouverez dans ce test. Oui. Vous avez Mobutu. Hélène Mobutu. Oui. Et la première licenciée, je pense que c'est encore elle. Dans tous les domaines. Vous prenez après, dans la zone, le nord sentimental, celui qui a eu le brevet, le baccalauréat dans la zone de Bunji, jusqu'à Brazzaville, c'est Olassa. Donc, c'est dans tous les domaines. Le premier licencié en philosophie, c'est Obenga. Ah oui. Professeur, et le premier docteur, c'est Kouka Kampo. Oui. C'est un choix dans tous les domaines. Oui. Vous verrez le premier Congolais qui aura été à l'école à Saint-Cyr. Oui. Voilà, donc... oui, professeur, moi je reviens un peu. Vous avez voulu commencer en 59. 58. 58, pardon. Oui. Cela ne veut pas dire que vous... Le numéro matricule 1 Oui. en politique, c'est Jacques Opango. Oui. Sur... je n'ai pas parlé de Chika qui était à l'Assemblée constituante. Oui, du côté du Ça Luxembourg. dépend du plan Oui. que j'ai adopté et les Oui. critères que j'ai mis. Oui, justement, le plan adopté, moi je voulais parler de l'histoire. Vous avez voulu, vous ne méconnaissez pas l'histoire avant 58, mais Non. vous avez voulu inscrire le Congo à partir de 58 de la naissance de la République. Mais fondamentalement, je m'appuie sur les éléments à partir de 60. Là-bas, c'est une introduction. Oui. Mais c'est pas un livre d'histoire. Non. Mais c'est un livre, on pourrait l'appeler un livre de l'histoire des mentalités aussi. Oui. Parce que, à partir de ce test, l'histoire des mentalités. Ouais. Expliquez-nous. Parce qu'il y a une façon de lire l'histoire d'un pays. Mais les mentalités évoluent. Par exemple, la France, à partir du XVIIIe siècle. Oui. Même avant le siècle des Lumières, siècle, voilà. Et la Restauration, la Révolution française. Oui. Qui est avant, en 1789. Oui. Ben, les encyclopédistes ont voulu donner à la France Oui. la matrice intellectuelle à partir de laquelle ils devraient construire leur avenir. Oui. Et vous savez très bien que quand le baron le baron d'Haussmann. Non, lui, Paris. Lui, oui. Parlant à Guizot Oui. sur la politique et l'économie, notamment, dit faites-moi une bonne politique et je vous ferai des bonnes finances. Oui. Hein? Bon. Donc, au Congo, par exemple, lorsque vous lisez l'indépendance, ce qui s'est passé, vous verrez le nom de Malraux qui a lu, Oui. et tous les acteurs politiques, la présidence de Youlou, ce que nous avons appelé ici les Trois Glorieuses, la Révolution. On a mis même un peu la Révolution française. Et à chaque point, à chaque événement, il y a une interrogation. Parce que tout ce qu'on fait dans la vie n'est pas forcément des événements historiques. Non. Un événement est dit historique lorsqu'il est digne de mémoire, lorsqu'on peut se souvenir. On a parlé dans ce texte avant, et vous avez raison de poser la question. L'arrivée de Brazza et autres. Et nous avons interrogé, puisque ce livre est écrit après la création du mémorial, je me suis interrogé, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un pays célèbre un colonisateur. Donc c'est une grandeur d'esprit de ceux qui ont voulu... Est-ce qu'aujourd'hui on peut le vanter? Non, le problème... Puisque vous parlez de l'évolution des mentalités aussi. Mon problème, ce n'est pas de faire un jugement forcément péjoratif ou amélioratif.
Oui. Mon problème est de poser le phénomène et de l'étudier. Oui. Maintenant, Vous faire un faites le jugement policier qui vient faire assez juste le théorique. constat. Non, c'est pas le constat. Moi, je constate simplement Oui, qu'il faut d'abord que le fait existe. oui, À partir du fait, on peut le commenter. oui, D'ailleurs, c'est votre métier. Vous le dites, les faits sont là, mais le commentaire est libre. oui. La liberté, parce que la critique, c'est formuler un jugement. Ce n'est pas dire que c'est bien ou mauvais, mais c'est dans la formulation du jugement. Parce que quand on dit, il formule la critique, on dit que il t'a critiqué. Ce n'est pas ça, c'est critique au XVIIIe siècle, Oui. à partir de Kant, Oui. c'est la formulation d'un jugement. Oui. Un jugement peut être bon ou mauvais. Voilà. Donc, moi, je juge que par rapport à l'histoire de l'humanité jusqu'à maintenant, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un pays colonisé célèbre, élève des monuments en son honneur. Mais moi, j'ai eu un dépassement à faire en disant que c'est une grandeur de l'esprit. Dans quel angle ceux qui ont eu cette idée l'ont fait? Est-ce que ce n'est pas pour escamoter l'histoire du pays, qu'elle soit une bonne histoire ou pas, mais moralement, le jugement ne peut pas forcément être éthique. Il peut être aussi moral parce que... D'où toute sa subjectivité. Oui, voilà, mais selon l'orientation politique qu'on a, on peut critiquer le fait qu'il y ait un monument à l'honneur de Brazza. Mais les promoteurs peuvent dire, c'est un pan de l'histoire, Oui. il fallait bien qu'on se souvienne. À ne pas Donc, oublier. à chacun, Oui. l'angle d'attaque, Oui. le jugement. À chacun son pan d'entendement. Voilà. Professeur, s'il vous était posé la question, à qui faut-il réellement conseiller cet ouvrage? Moi, je pense à la plus jeune génération. Oui. Je vous ai dit que tous les événements ne sont pas historiques. Oui. L'essentiel est qu'ils soient dignes de mémoire. Bon, à partir de cette définition, vous pouvez dire, est-ce que les jeunes, tout ce qu'on écrit, les premiers bénéficiaires, c'est les jeunes, parce qu'ils ont besoin de savoir ce qui s'est passé après. N'eussent été les encyclopédistes, aujourd'hui, la connaissance serait un peu boiteuse. Il a fallu mettre tout ensemble pour avoir ces repères. Et pour moi, un pays, lorsque vous n'êtes pas capable de connaître votre histoire, vous allez reprendre les mêmes erreurs. Donc l'histoire, ce qui est important, ce n'est pas l'histoire simplement, elle éclaire le futur, l'avenir. Le présent est évanescent, le présent ne dure pas longtemps. Oui. Le présent, parce qu'il y a des langues qui n'ont pas le présent indicatif, le futur antérieur, il y a des langues qui n'ont que, grosso modo, de bantouphone, Oui. qui n'ont que 3 temps. Le passé, le présent et le futur. La langue française est issue de la culture latine, la noblesse Oui. et la finesse Oui. de segmenter le temps. Le temps. C'est bien qu'on peut avoir un futur antérieur, Oui. un futur immédiat, ce qui est subtil d'ailleurs. Oui. La langue slave n'a pas toutes ces subtilités. En gros, c'est comme les Bantous, comme les Han, la plus grande communauté chinoise, ethnie chinoise, qui sont près d'1 milliard. Mais les Bantous viennent en deuxième position avec près de 550 millions d'âmes. Notre langue, par exemple en lingala, on dit lebi, lelo, lebi. Donc il y a une ambiguïté. Et cette ambiguïté est entre hier et demain. Ça veut dire que même demain, on dit en lingala lobi. Lobi. Mais hier, on dit aussi lobi. Lobi. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a une connivence ça pose un de problème. la temporalité chez les Bantous. Mm. Et ils savent bien que l'élo, lobi. Il y a des langues congolaises aussi qui distinguent. Par exemple, hier et demain, par exemple, on a quoi? On dit au soa. Et l'élo, tu vois. Et c'est l'embéré. On dit hier différemment, aujourd'hui différemment, et demain différemment. Mais le lingala est comme les langues Tekalima. Ils disent hier et demain la même chose, mbali, mbali. Or, les Akwa différencient, les Mbéré différencient, donc les Ombamba.
Et même l'embauche aussi, je crois qu'il différencie. À cet enfant, puisque vous parlez de temps, il dira, il y eût fallu que ce livre existasse. Pour bien conjuguer. Je ne suis pas tellement très regardant. Oui. Professeur, je vous entends parler. Et d'ailleurs, quand on a cet ouvrage, on sent aussi la volonté des mémoires. Oui. Mais on sent aussi le sens de la responsabilité qu'on trouverait dans le sérieux. Oui, mais justement, parce que vous savez que les bébés ne peuvent pas enseigner aux bébés. Non. Un enfant de 6 ans ne peut pas, à moins d'être Blaise Pascal, même là, c'est pas possible. Donc, c'est les plus âgés, les aînés, qui instruisent. Oui. Je n'ai jamais vu un pays où les jeunes enseignent aux jeunes, où les gars de 15 ans enseignent aux... Non, c'est pas vrai. Ouais. Donc, il faut être sérieux. Oui. Être sérieux, c'est être raisonnable. Oui. Être raisonnable, c'est être sage. Oui. Mais si sage, c'est être responsable. Le mot responsable, en réalité, c'est savoir donner des réponses. Responsable. Oui. Être capable de donner des... N'est jamais biaisé dans les réponses. Exactement, parce que l'antinomie, Oui. l'oxymore de sérieux, c'est fantaisiste. Quand vous n'êtes pas sérieux, vous êtes un homme fantaisiste, un homme presque ordinaire. Professeur, on va aller pas à pas, point par point, Oui. sous une forme de l'accumulation ou l'énumération. Être sérieux, politiquement parlant, c'est... Mais pourquoi vous commencez par la politique? Il faut parler de l'éthique. Faites le choix. Oui, L'éthique étant le sens de la responsabilité. Oui, la politique, tout le monde parle de la politique. C'est-à-dire que c'est le domaine où il n'y a même pas la possibilité de serrer les niveaux, quoi. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, tu parles de la politique. Oui. Ton enfant parle de la politique. Oui. Mais commençons par des choses sérieuses. L'éthique Bon, oui, l'éthique, par exemple. étant le sens de la responsabilité. Voilà. Il faut lire pour cela. Alors, et Hans Jonas pour comprendre. Parlons sérieusement éthique en politique. Oui, mais toujours voyez-vous que ça rime? Non, parlez d'abord de... Bon, est-ce que les médecins... Pourquoi vous ne parlez pas de médecins, des professeurs? Justement. Oui, on peut parler de l'éthique en médecine. Oui, voilà, l'éthique en médecine. L'éthique même de la police. Police. Parce que ici, vous dites... par exemple, pour parler de modérateur, est-ce que au Congo, vous dites modérateur, bon, les gens parlent, c'est la police des idées, un modérateur. Ouais. C'est-à-dire que la police... C'est pas seulement au Congo, hein, c'est un peu partout. Oui, mais en fait... C'est la langue française d'ailleurs. Non, mais c'est pas un problème de la langue française, il faut donner un contenu à la langue française. C'est-à-dire qu'on peut pas... Le mot a son contenu. Oui, mais justement, mais il faut le donner, il faut qu'il soit évolutif. On le donnerait à ceux qui ne le comprennent oui, mais pas. ceux qui savent, regardez un peu. Oui. C'est un jeu de mots, c'est pas important. Mais parce que vous avez voulu parler de la politique. La politique, c'est le schéma ouvert à tout le monde. Hein? Quoi de plus normal? Mais non, mais parce que c'est le pouvoir le plus puissant qui régule tous les autres pouvoirs. Mais il y a un débat... Ce qui explique pourquoi nous commençons par là. Mais bien sûr, à la fin du 19e siècle, il y a un débat où Max Weber, le savant et le politique. Le savant et le politique, oui. Bon, alors puisque vous voulez parler de là, parce que tout commence par la politique et se termine par la politique. D'ailleurs, Lopez l'a écrit, hein? Si vous ne faites pas la politique, elle va vous faire. La politique, ce n'est pas aller au meeting, avoir 200 francs, aller faire un meeting aux 2000. Ça, c'est pas la politique. C'est le domaine le plus important dans la vie d'un pays. La politique, parce que c'est occuper des problèmes des autres. Oui. Mais si vous êtes commerçant, vous voulez faire la politique, ben, vous vous trompez de chemin. On ne fait pas la politique pour s'enrichir pour soi-même. Oui. Non. Si vous êtes riche, faites le commerce. Oui. Mais si vous voulez régler le problème des hommes, comme disait Gbagbo. Bon, je vais le citer. Oui. Mais vous avez anticipé. Je vois la sagacité avec laquelle vous avez préparé votre émission. Gbagbo a raison. Oui. Si tu veux être riche, ne viens pas faire la politique. Mais si tu fais la politique pour tes intérêts personnels, comme dit le professeur Obenga, oui. Est-ce que vous avez vu déjà le chef d'état-major de la Chine avoir des écoles privées? Bon, vous avez vu le chef d'état-major de la France. Oui. Vous avez été élevé en France. Vous avez vu, ils ont des taxis. Donc, vous êtes ministre de l'Éducation, vous avez des écoles privées. Ce qui veut dire... Donc, c'est pas sérieux. C'est pas des gens sérieux. Non, c'est pas... Je ne parle pas des gens, je parle des concepts.
Les hommes ordinaires parlent des gens, je parle des concepts. Les concepts, Maintenant, quand les hommes ne les habitent pas, regardez un peu. les concepts habitent les hommes. On dit 5 plus 5 c'est égal à 10, non? Mais c'est vague. Mais quand je dis 10 paquets de sucre, c'est déterminé. Mais le concept, il doit être anonyme. Moi, je dis, celui qui fait ça n'est pas sérieux. Oui. Mais je ne dis pas les gens qui font. Ça dit mais que, dans son anonymat, on ne s'empêche de parler des hommes. L'anonymat ici, c'est ne pas donner le nom. Oui, mais parce que le débat, quand vous parlerez, c'est comme au cinéma, hein? Oui. Bon, c'est de la fiction. Attendez, ce n'est pas de la fiction. Le cinéma est comme ça dit qu'ils ont pris l'intelligence mathématique. Oui. C'est-à-dire que toute ressemblance avec une personne physique, physique, réelle ou imaginaire, est pure fiction, pur hasard. Oui. Bon, quand je dis qu'un chef d'état-major, dans tous les pays, il y a des chefs d'état-major de l'armée, non? Bien sûr. Bon, donc, c'est vague. C'est le concept de chef d'état-major. Maintenant, si poste est chef d'état-major, il fait le commerce, il fait les bus, tout ça, il n'est plus sérieux parce que ça ne rentre pas dans le cadre. C'est ce qu'on appelle en mathématiques les fonctions. Il faut déterminer le domaine de définition. Quel est le domaine de définition d'un juge? Si tu prends les bacs-chiches, tu n'es pas sérieux. Non. Hein? Si tu vas faire le passeport, on dit que le passeport est gratuit. Oui. Tu dis que non, il n'y a pas de carton, il faut que je prenne 50 000. Mais c'est pas sérieux. Parce qu'il y a des normes. Ce qui est bien avec le droit, c'est qu'il prescrit ce qu'on doit faire sans qu'on ne désigne que c'est le format. Ce qui m'intéresse, c'est que là, vous prenez des exemples qui nous ressemblent un peu. Au lieu de chercher à aller plus loin. Ça ressemble au Kenya, ça ressemble au Gabon, ça ressemble partout. Mais le cas de passeport, on est quand même chez nous. C'est déjà bien. Bon, c'est un problème assez connu. Bon, si vous voulez parler du Congo, on parle du Congo. Donc, non, on est déjà en train de parler du Congo. On n'est pas sérieux parce qu'on n'a pas pu avoir le passeport. Par manque de carton. Maintenant, si vous avez un accident, oui. Vous payez l'argent à qui? Aux policiers, non? Est-ce qu'ils vous donnent la quittance? Vous-même qui payez, vous n'êtes pas sérieux. Dans quel pays? Là, vous parlez de quel pays? Quand même, l'accident, on ne paye pas aux policiers. Non, mais écoute, vous n'avez jamais fait d'accident, on vous demande, dans un pays africain ou en Europe. Ah, un pays africain. Ah oui. Bon, écoutez. J'aime cette fiction. Ne faisons pas la fiction, hein. Bon, vous êtes Congolais, non? De Brazzaville. Bon. Est-ce que vous n'avez pas payé les bacs-chiches dans une administration? Parce qu'il faut être direct aussi. Oui, je suis direct. Ça m'est arrivé. Bon, mais celui qui paye est déjà un homme pas sérieux. Parce que dès qu'il arrive à l'administration, on n'a pas dit qu'il faut payer. C'est vous qui encouragez ceux qui prennent les bacs-chiches. Et comme je le fais, l'autre le reçoit, dans ce pays, personne n'est sérieux. C'est ce que ça veut dire. Pour simplifier, bien sûr. Bon, moi, je suppose que vous êtes sérieux. Parce que je n'ai pas trouvé que ce que vous faites est en dehors de la légitimité officiellement organisée. Maintenant, si vous le faites, c'est que vous n'êtes pas sérieux sans que je le sache. Mais je ne peux pas dire que tout un pays n'est pas sérieux. Ouais. Mais on dit ceci, non? Même mais on peut constater. Hein. Dit que oui. Donc, il y a des gens sérieux. Il y a des hommes justes, mais si tu dis ça, que les femmes ne sont pas sérieuses, ça veut dire que ta mère et ta sœur ne sont pas sérieuses. Ouais. Même ta copine ou ta femme. Professeur, parlons un peu du sérieux dans l'éducation ou peut-être dans l'enseignement. Vous qui avez l'expérience d'un enseignant, à quel moment on est sérieux dans l'éducation? Bon, là, je risque de... Moi, je pense que c'est basique, tout le monde sait. Si vous donnez des noms de complaisance, vous n'êtes pas sérieux. Ça se donne? Vous en donnez? Vous êtes enseignant aussi. Hein. Si vous faites mon procès, moi, il ne passe pas un mois sans que vous n'accompagniez des soutenances. Oui, mais ta conscience, vous savez, Sartre a écrit un test après la guerre que le bourreau de chaque homme, c'est sa propre conscience. Vous voyez, il y a des gens qui n'arrivent pas à vous regarder. On peut être son bourreau dans l'inconscience. Oui, mais si vous me coupez à chaque moment, je n'aurai pas à développer. Écoutez-moi un peu. Je vous en prie. Bon, voilà. Le bourreau de chaque homme, c'est sa conscience. Quand je vous ai fait du mal gratuitement, le premier réflexe de mes yeux, c'est de regarder en bas. Oui. Et si je suis droit, je vous regarde dans les yeux. Et tout ce qui se promène ici, vous verrez même la démarche d'un homme, d'après le corps de Francfort, la Gestalt Theory, par même le visage, le regard, tu sens que ce gars-là est voleur.
Je peux vous arrêter de voler, même en les regardant. Des menteurs. Oui. La structure du mensonge dans une phrase, Oui. vous savez, la phrase est longue. Voilà. Elle Dès que vous parlez à beaucoup de quelqu'un qui est un bifurcations. menteur, Ouais. si vous avez été dirigeant, Ouais. on a quand même cette expérience. Vous voyez un collaborateur, toutes ces phrases sont alambiquées. C'est que c'est du mensonge. Quelqu'un qui ment, vous sentez, même la formulation, même les gens qui parlent, là, qui font la politique. Je sens que le gars, ce monsieur-là est menteur. Ouais. Oui, ça se voit. Tout ce qui est vrai se conçoit. Oui, mais ça, c'est Blaise Pascal, c'est déjà dit. Ouais. Mais en réalité, puisque vous voulez parler du sérieux, mais Oui. un parent sérieux, ça se comprend, hein. Votre père, s'il n'est pas sérieux. Ici, il arrive sous à la maison. Non. Il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. Bon, vous voulez que je dise que le père d'un tel n'est pas sérieux? Donc, il faut voir le concept en général. Oui. Après, vous le mettez dans une case. Donc, telle attitude n'est pas sérieuse. Vous avez la responsabilité de plusieurs gens. Vous parlez de l'enseignement. Moi, je trouve que si vous enseignez en répétant ce qui est dans les livres, les concepts tels, sans les expliquer, vous n'êtes pas sérieux. C'est bien que les étudiants et même les malades que vous voyez là, ils connaissent les bons médecins. Pourquoi? Pourtant, ils ne sont pas médecins. Nous, on connaît les bons journalistes. Pourtant, parce qu'il y a le bon sens. Yeah. Hein? Les malades, là, ils savent que poste tel qu'il fait, on dirait qu'il soit du bien. Mais ça se sent. Il y a l'intuition du savant, comme disait Platon. Donc, vous, quand vous parlez, on sent que ce monsieur, il est sérieux dans son travail. Sans vous faire de compliments. C'est déjà le faire. Merci. Sans vous faire de compliments, on sent que ce monsieur, il fouille. Mais si c'est au hasard, ordinaire, il n'y a pas ce qui est essentiel. Donc, je crois que le sérieux dans un pays, bon, si vous voulez par exemple des exemples, hein, j'ai fait quand même la politique. Oui. Hein, j'ai travaillé avec des gens. Bongo Camille est un homme sérieux. Je ne peux pas parler de lui au passé parce que tout ce qu'il a produit comme idée, ça nous aide aujourd'hui. Il est sérieux dans son attitude. Vous employez là cette prosopopée telle que vous l'avez utilisée dans votre ouvrage. Parce que il faut vous donner quand même des exemples. Bien sûr. Maintenant, si quelqu'un vient au cours d'une émission contraire pour dire qu'il n'est pas sérieux, parce que le sérieux se sait, ça ne se vante pas. Et même dans la démarche de quelqu'un, même par son habillement, vous savez qu'il n'est pas fantaisiste. Quand il a dit, il y a des gens avec lesquels qui sont des cadres supérieurs. Vous faites un rendez-vous, il ne vient pas, il ne s'excuse pas, il ne vous dit pas pourquoi il n'est pas venu. Il n'est pas sérieux. Moi, si je dois le juger, si je suis responsable, je ne peux pas lui donner des responsabilités. Parce que la première chose, c'est le respect de l'autre. Oh, il y a des gens qui savent respecter les autres. Quand vous voyez quelqu'un respecter l'autre, comme étant soi-même, c'est d'ailleurs la morale de Kant. Considérer l'homme comme étant soi-même et faire de telle sorte que ce que vous faites soit une maxime universelle. Et si vous ne le faites pas, la morale s'appuie sur la nature. La morale. Et celui qui est sérieux s'appuie aussi sur la nature. Au sud-ouest de la France, on dit quand vous crachez en l'air, ça peut tomber dans ta gueule. Ça veut dire que vous ne faites pas n'importe quoi. Pour ça, je vous entends parler, je me dis, le sous-développement est un problème qui tire aussi ses causes dans le moins de sérieux. Oui, le sous-développement est d'abord une affaire mentale. Je crois que le sous-développement, c'est pas à confondre avec l'absence de progrès. Le sous-développement est mental et intellectuel parce que, en réalité, pour comprendre le sous-développement mental, il faut lire Auguste Comte dans le discours sur l'esprit positif. Par exemple, au Congo, puisque vous voulez parler du Congo, du Gabon, de la RDC, de l'Angola, de la RCA, c'est la Bantou. Vous voyez que l'esprit humain a 3 étapes. Le développement de l'esprit. La première étape, c'est l'étape où tous les phénomènes, les causes des phénomènes sont surnaturelles. Par exemple, si quelqu'un est malade, on pense que il y a eu on l'a ensorcelé. Ça, c'est et la croyance en plusieurs dieux. On appelle ça le polythéisme, vous connaissez. Tous les phénomènes ont des causes surnaturelles. Il a plu, la maison est tombée. Non. Ça veut dire que votre grand-parent à Bunji ou à Makwa ou à Sibiti vous a maudit. La deuxième étape de l'esprit humain,
c'est le rejet du polythéisme, la croyance en un seul Dieu, ou la métaphysique. Quand quelqu'un ne croit qu'en un seul Dieu, vous voyez que son esprit est plus libre. Or, vous, par exemple, le matin, vous allez à l'hôpital général, là, le CHU. On vous donne l'ordonnance. Avant d'acheter même le médicament, vous demandez à Ouesso, aux parents à Ouesso, là-bas, alors c'est établi qu'on vous a trouvé avec une telle pathologie. Voilà, il faut acheter un médicament. Mais vous descendez les étages, vous appelez à Soanké, vous dites, voyez l'origine de ma maladie. Donc, vous êtes contrebalancé entre deux logiques. Oui. Or, la métaphysique, la croyance en un seul Dieu, vous donne une seule orientation raisonnable. Ouais. Et le troisième niveau de l'esprit humain, c'est le rapport à la science. Tous les phénomènes ont des causes explicables. C'est ça la science. Vous êtes malade, il y a le microscope, on voit le sang, on vous détermine la science. Or, vous, quand vous êtes intelligent ici, on dit que vous avez tué quelqu'un. Quand vous valez rire à l'école, on dit qu'il est maudit, il est ensorcelé. Et si quelqu'un réussit dans la famille, à chaque fois qu'il y a un mort dans la famille, on cherche à l'indexer. Parce que vous êtes une société qui ne fait pas la promotion de l'intelligence. Qu'est-ce que l'intelligence? C'est la capacité à résoudre les problèmes nouveaux. À ne pas confondre avec la malice. Il y a des malins. Ce que détournent là, c'est des malins, c'est pas des intelligents. Ça, on les rattrape toujours. On les rattrape. Vous savez, là où vous avez grandi en France, quand vous achetez des choses au-delà de vos revenus, la gendarmerie vient calmement dire comment vous avez fait pour avoir. Parce que vous ne pouvez pas faire, à moins de fabriquer l'argent. Et vous vous exposez à des poursuites. Professeur, quand vous dites dans la quête du sérieux, on ne peut aller que vers le sérieux. J'ai dit que vous êtes tellement sérieux que moi, j'ai voulu voler un peu de sérieux chez vous en commençant par cet ouvrage. Ainsi donc s'achève cette émission. Merci, professeur. Non, mais vous, d'habitude, donnez le dernier mot. Même si ce n'est pas le dernier mot avant la mort. Vous l'avez. Mais qu'est-ce que vous dites que je vais survivre à cette émission, vivre encore? Il faut quand même me dire mon sentiment. C'est la première fois dans notre pays qu'un journaliste prenne un sens comme un terme comme le sérieux et y disserter. Parce que l'évolution d'un pays, le pays ne se fait pas au hasard. Le pays se fait avec des pans de la réflexion. Or là, vous engagez le débat sur des rapports éthiques. Bien sûr. Parce que pour savoir, par exemple, qu'un pays est sérieux, c'est depuis l'aéroport. C'est quand vous voyez les chauffeurs de taxi. Et je vous apprends que dès que vous êtes à l'aéroport de Brazzaville, vous pouvez soupçonner que c'est un pays sérieux parce que la qualité des taxis, ce que vous ne voyez pas ailleurs, mais je ne vais pas citer pour ne pas me créer un problème diplomatique. Mais est-ce que vous savez que nous avons les taxis les plus propres de l'Afrique francophone noire, les taxis? Je le sais. Bon, si vous le savez, la question, moi j'ai fait des enquêtes, j'ai découvert que les taxis, les frères qui habitent Bakongo, Makelekele, c'est subjectif. Je trouve que le rapport avec le client dans les taxis est plus équilibré, un peu sympathique. Mais ça ne veut pas dire que les autres quartiers, c'est moi, j'ai fait l'expérience pendant 7 mois. Autant mon véhicule. De 4 août au 4 février, 2 février, je ne me promenais qu'en taxi. Mais j'ai découvert, à chaque fois que je prenais un taxi, à la fin, je dis, mais vous êtes de tel arrondissement? Il dit oui. Et puis, je disais à l'autre, vous êtes de tel autre. Mais j'ai conclu que ceux qui habitent Makelekele, Bakongo, un peu de sociologie. Le rapport avec le client était agréable à mon sens. Professeur, en tout cas, nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Une fois de plus, merci. Merci pour tout ce temps que vous savez nous accorder chaque fois que nous sommes venus vers vous. Est-ce que vous êtes sérieux? Vous l'avez dit. Et je pense que vous l'êtes. Oui. Parce que quand vous avez une idée, vous allez jusqu'au fond. C'est ma nature. C'est une qualité, c'est un élément. Pour juger que quelqu'un est sérieux, il faut aller jusqu'au bout de ce que l'on fait. Je veux m'acheter un verre de vin.
Eh bien, je vous souhaite Je une vous bonne sais dégustation. entendre ces choses en ces termes laudatifs. Je ne vais pas bouder mon plaisir. Ah non, non, non. Je me définis comme un homme qui ne peut pas utiliser des mots laudatifs parce que il me semble être reconnu comme celui qui dit ce qu'il pense, Oui. mais je ne crois pas que ce que je pense est toujours la vérité. Oui. Et je ne peux pas vous faire des compliments qui sont au-delà de votre mérite. L'hommage à la vérité n'offusque personne. Ben, je pense que vous êtes en train de citer Bergson sans le vouloir. Alors de la clôture de l'année scolaire en 1929, Oui. Henri Bergson. Henri Bergson, Oui, j'ai lu. devant les élèves, Oui. il définissait 3 formes de politesse. La politesse de l'esprit, la politesse des manières et la politesse du cœur. J'aurais voulu avoir les 3. Professeur, pour une fois, enfin, vous dire merci. C'est moi. Merci à vous. Ainsi donc s'achève cette interview avec le professeur Grégoire Le Faubat. Et d'ailleurs, un ouvrage que je tiens je vous conseille à tous les jeunes, mais pas seulement. Merci une fois de plus.